Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous au cœur de la mêlée, le magazine quotidien de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde. Au sommaire ce soir, les dernières infos de la Coupe du Monde à J-2 de France-Italie. Nous développerons tout ça avec toute l'équipe de Sud Radio. Julien Thomas en tête, il y aura Philippe Spanghero, des invités également. Tiens, l'ancien basketteur Laurent Sierra, ancien meneur de jeu, vice-champion olympique à Sydney, qui sera avec nous aux alentours de 20h30. On ira du côté de Rome également, voir si bien tout va bien pour les supporters italiens. Et puis on retracera aussi le parcours de Jonathan Danty. Bref, on n'oublie pas bien sûr le cadeau, le qui je suis, le jeu favori que vous attendez avec notre Jean-Pierre Foucault à nous, Lucien Gasparac. Bonsoir. Bien sûr. Bonsoir Lucien. Et puis donc un ballon à gagner, ce sera aux alentours de 20h50. Bref, on est ensemble au cœur de la mêlée. On est là jusqu'à 21h sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous donc et bonsoir Julien Thomas, bonsoir Philippe Spanghero, comment ça va ? Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir François, l'équipe ça va très très bien. Bon, on est en forme. Salut à tous. Ouais, salut Philippe, on est en forme bien sûr parce qu'on est à J-2 d'un grand match, à J-1 quand même de la reprise de ce 5e bloc, on va dire de la phase de poule. On va en parler dans un instant, on va savoir tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec Lucien Gasparac et toute l'équipe Sud Radio. Restez bien avec nous. Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Le journal de la Coupe du Monde, Lucien, les dernières infos et bien sûr, on en parlait dans le flash avec Léa Guichou, que vous avez un peu spoilé quand même Léa. Elle m'a un peu court-circuité. Oui, tout à fait. Mais donc Fabien Galtier a dévoilé le compo du 15 de France pour affronter l'Italie. Exactement, et pas de surprise dans cette composition puisque c'est bien Maxime Lucu qui va remplacer le blessé Antoine Dupont à la mêlée et Louis Bielbiarré qui est effectivement préféré à Gabin Villière pour le poste de numéro 11. Pour le reste, c'est du classique et c'est donc Charles Olivon qui récupère le brassard de capitaine et Fabien Galtier s'est expliqué en conférence de presse sur les raisons de ce choix, expliquant que voilà, c'était le leader naturel et le choix logique. On a aussi pu voir Antoine Dupont à l'entraînement reprendre, on avait vu à l'entraînement dimanche pour reprendre la partie physique, mais là il s'est exercé avec ballon, il a tapé dans des coups de pied, il a fait des appuis, donc c'est de bon augure pour sa reprise éventuelle à partir de lundi prochain après le fameux feu vert du chirurgien. Et aussi en conférence de presse, Fabien Galtier s'est expliqué sur les raisons de la titularisation de Anthony Jelonche en poste de numéro 6 à la place de François Cros. On l'écoute. On peut parler d'arbitrage et d'organisation et de composition d'équipe qui doit s'adapter à la compétition. Vous l'avez dit, François Cros a été très très bon face à la Nouvelle-Zélande. Il a toujours été très bon avec nous. Et de notre côté, on a Anthony Jelonche qui est de retour, qui a enchaîné 2 matchs et qui a besoin d'enchaîner un 3e match. Dans un profil d'équipe aussi, un profil de 3e ligne qu'on a besoin aussi de faire jouer ensemble. Oui, voilà, on comprend effectivement. C'est plus un roulement qu'un choix sportif. Faire donner du temps de jeu à Jelonche. On y reviendra bien sûr avec Julien, avec Philippe juste après ce journal, bien évidemment. Un banc à 5-3 également sur lequel on reviendra. Et les Italiens qui ont également dévoilé leur compo d'équipe. Il y a du changement quand même par rapport à l'équipe qui a été balayée par les Blacks. Oui, Kieran Crowley, le sélectionneur de l'Italie, a procédé à du changement. Et il y a bien Ange Capuzzo quand même qui maintient sa place. Lui qui a été ménagé des entraînements en début de semaine. Il sera titulaire à l'arrière pour le 15 transalpin. Et Paolo Garbisi, l'habituel demi d'ouverture qui évolue à Montpellier, sera cette fois placé au centre. Et c'est Lamaro aussi qui conserve le capitanat, lui le 3e ligne transalpin. Oui, Alan à l'ouverture, les frères Canonnet qui seront là. Et puis quand même du changement en première ligne puisque Feiva et Secarelli qui seront titulaires. Il y avait une petite anecdote sur l'Italie. Une petite anecdote effectivement, oui, Kieran Crowley qui a voulu expier la lourde défaite face aux Néo-Zélandais a proposé aux joueurs d'écrire toutes leurs pensées négatives de ce match et de les jeter dans le feu, les petits papiers. Voilà. Est-ce que ça marchera ? Je ne sais pas. En tout cas, on souhaite qu'ils fassent la même chose après le match des Bleus et avoir reçu une lourde défaite par nos coqs. Ah ouais, il y a un gourou aussi du côté de... Voilà, il y a des méthodes un petit peu comme ça du côté de l'entraîneur néo-zélandais de l'Italie. Il n'y a pas que France-Italie sur cette dernière journée de phase de poule, puisque c'est les derniers matchs de la phase de poule. Il y en a jusqu'à dimanche soir. Oui, et ça commencera demain soir avec un alléchant Nouvelle-Zélande-Uruguay à 21h. Effectivement, le France-Italie, 21h également.
également vendredi, match que vous pourrez suivre sur Sud Radio, match qui se joue à Lyon. Samedi, une très belle journée de Coupe du Monde avec Pays de Galles, Géorgie à 15h, Angleterre, Samoa à 17h45 et enfin le match des Celtes, Irlande-Écosse à 21h samedi. Et la journée de dimanche commencera par un très très gros match Japon-Argentine. Le gagnant ira en quart de finale tout simplement et on finira avec Tonga-Roumanie à 17h45 et Fidji-Portugal pour clôturer cette journée dimanche soir à 21h. Ouais, il faut un point aux Fidjiens pour accéder au quart de finale et on leur souhaite parce que quand même ils le méritent sur leur prestation dans cette poule. Voilà, ils piaffent d'impatience. Et Julien Thomas, Philippe Spanghero pour décrypter cette composition d'équipe avec vous au 0826 300 300. On revient dans un instant sur Sud Radio. Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300, amateurs de rugby, on est au cœur de la mêlée avec Julien Thomas et Philippe Spanghero, avec Lucien Gasparek, toute l'équipe est là bien sûr. Julien et Philippe, d'abord un mot, on va revenir sur cette composition d'équipe. Julien, pour commencer, comment tu la perçois, comment tu la qualifierais en un mot? Un mot, logique. Logique dans le fait qu'on est en train de préparer nos phases de finale, tout simplement. Et j'ai l'impression que là, on a mis la grosse équipe et qui va enchaîner entre guillemets avec le retour peut-être du Dupont, plus ou moins dans ce 15 de départ. Philippe ? Logique à une exception près. Ah. Ça fait plus d'un mot, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Et alors, c'est quoi l'exception alors, selon toi, Philippe ? Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est Gelon. Alors, ça, c'est compréhensible à la fois dans la bouche de Fabien Galtier, la façon dont il exprime, mais j'ai quand même quelques points d'interrogation sur l'homogénéité du coup de cette troisième ligne. Et j'ai quand même l'impression là qu'on s'oriente vers le 15 type, à part Dupont, encore une fois, pour préparer ces quarts de finale. Et ça m'interpelle un peu par rapport à l'importance de François Cros dans ce 15. L'idée de Julien Thomas alors? Mais l'idée, c'est de donner du temps de jeu à Anthony Gelon, du fait qu'il revient bien sûr de sa blessure. Après, c'est quand même François Cros qui peut... là, il y a un 5-3, on parlait du banc, 5-3. Je pense que Fabien Galtier partira face à une armada, parce que à 90%, 95%, c'est face à l'Afrique du Sud, si tout se passe bien. Donc, solide, gaillarde. François Cros peut jouer centre. Il l'a fait à l'entraînement, un peu jouer centre, il l'a mis. S'il y a une problématique, donc il ferait un 6-2 pour moi face à l'Afrique du Sud. Et ça serait le joker idéal, François Cros, de le mettre au centre, gros défenseur, justement, dans la puissance de ces Sud-Africains. Donc, ça serait qui le sixième sur le banc? Alors, ça serait Macalou? Et moi, je mettrais Cros à la place de Macalou, justement. Et je mettrais Cros sur le banc et je lance titulaire même. D'accord, mais là on est là contre l'Italie, on sera en 5-3, 5 en avant. 5-3. Ouais. Mais... Et donc on rajouterait un avant, mais Cros ferait le Macalou pour le centre. D'accord. Surtout. Ok. Je le vois dans ce sens-là. Ouais, c'est intéressant. Comment Philippe, toi, t'en penses quoi là de ce point de vue de Julien? Alors, la possibilité d'un 6-2 contre les Sudaf potentiellement en quart, j'y crois pas mal. Mais le sujet pour moi, dans cette homogénéité, dans cette troisième ligne dont je parle, ça amène la question de François Cros titulaire. Parce que, ok, il y a la densité d'Anthony Gelon. Après, combien de temps il a dans les pattes face à un très gros adversaire? Ça reste un point d'interrogation. On aura peut-être quelques éléments de réponse supplémentaires contre l'Italie. On ne sait pas trop. On pensait qu'on aurait une opposition sérieuse avant de voir ce match de l'Italie contre les Blacks. Là, on est un peu plus incertain. Même si on se dit qu'il va y avoir un petit sursaut d'orgueil côté italien, ils ont quand même pris un gros coup derrière la tête avec cette très lourde défaite. Donc, on ne sait pas ce qui va en être de l'opposition et de ce que ça va amener comme certitude. Mais moi, encore une fois, je trouve qu'il y a un déséquilibre dans cette homogénéité dans la troisième ligne, dans cette capacité de déplacement de François Cros, dans cette capacité à gratter les ballons.
Voilà, c'est un point d'interrogation personnel. Est-ce que, pardon, c'est pas tout simplement aussi une façon de faire souffler un peu François Cros, qui a été quand même impliqué sur les 3 premiers matchs, 2 fois titulaire et 1 fois remplaçant. Est-ce que c'est pas, on va dire, juste ça, et ça permet aussi de donner du temps de jeu à Jelon, voilà. On peut se poser la question légitimement. Après, c'est vrai que, comme tu le disais, il a été remplaçant 1 fois, François Cros. Il y a eu 15 jours quand même entre ces 2 matchs. La dernière rencontre est celle qui nous attend vendredi. Donc les joueurs ont eu le temps de récupérer. Et là, pour moi, les joueurs l'ont dit, ils voient ce match comme un 8e de finale. On est rentré en mode phase finale du côté des Bleus. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans une réflexion de faire tourner l'effectif. D'accord. Je rejoins Philippe, mais du fait qu'il y ait Jelon, c'est déjà pour le remettre encore une fois avec du temps de jeu. Mais François Cros, moi j'ai l'impression que quand on a entendu quand même l'annonce d'équipe de Fabien Galtier, c'était un peu hybride. Parce que là il est en 5-3, il voulait faire il a toujours fait quasi un 6-2 dans son management pour les finisseurs, et François Cros est face à une équipe sud-africaine peut-être être l'élément à la place de Macalou, qui est un peu plus, lui, joueur de ballon, plus coureur, plus aérien et ailier. Et François Cros, face à des Sudaf, il pourrait combler justement ce poste de Macalou, qui était le joueur remplaçant hybride. Donc Cros, je le vois comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'il donne du temps de jeu à Jelonche. Également, Julien, il a fait évoluer Yoram Moefana en 3e ligne face à la Namibie. Exactement. Et on a déjà vu Movaka aussi en 3e ligne lors des matchs de préparation. Donc c'est aussi une solution à avoir sur le banc. Bien sûr. Ouais, à voir en tout cas. Un petit mot quand même très rapide, parce que je pense qu'il n'y aura pas de débat, mais sur le capitanat de Charles Olivon, qui lui revient, je crois que ce sera son 14e avec l'équipe de France, mais on ne l'avait pas vu depuis 1 an face au Japon, capitaine. Logique là aussi, Philippe ? Oui, pour moi, très logique. Charles Olivon fait partie de ces joueurs cadres sur lesquels Fabien Galtier s'est appuyé très tôt. Donc, en l'absence d'Antoine Dupont, c'est assez logique. Il y avait même eu un débat il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais plus très bien, au moment où il avait fallu nommer le nouveau capitaine entre Antoine Dupont et Charles Olivon. On s'était posé la question. Donc, très logiquement, dans la tête des observateurs et même dans le vestiaire, je pense que la légitimité, elle revient de fait à Charles Olivon. Il n'y a pas vraiment de débat pour moi autour de ça. Julien, en un mot ? Oui, un homo, c'est quand même une hiérarchie préétablie. Après, il y a les réunions de groupe et les réunions de leaders, les réunionites, comme on appelle ça quand on est joueur. Et ces leaders-là, il y a Jelonge, il y a Olivon, bien sûr, il y a quand même Aldrit, mais Olivon est devant sur le capitanat dans la hiérarchie par rapport à Jelonge. Et pour moi, c'est logique qu'ils prennent ce brassard. Ouais, et il retrouvera aussi Maxime Lucu, qui sera titulaire. On va parler de Maxime Lucu dans un instant. Mais Charles Olivon retrouvera son copain d'enfance de Saint-Pé-sur-Nivelle, dans le Pays Basque, comme Antoine Mazer l'a écouté aujourd'hui en conférence de presse. Écoutez-le, Maxime Lucu, sur son copain Olivon. Pour moi, en tant que copain de Charles depuis petit, de nos premières licences, de jouer un match de Coupe du Monde en tant que lui capitaine et moi en numéro 9, c'est forcément un moment important pour nous. Dans son rôle à lui, ça n'a jamais changé. Il a toujours été vice-capitaine dans ce sens-là, et il a toujours eu un rôle dans le terrain pour aider Antoine aussi. Si on parle personnellement, c'est sûr que c'est un moment important pour nous deux de savoir que lui est capitaine et moi numéro 9, quoi. Ouais, Lucu numéro 9, c'est aussi l'une des informations. Alors elle est logique, sa titularisation, puisque là aussi on respecte une certaine hiérarchie. Et puis elle est la conséquence de la blessure grave d'Antoine Dupont. Lucu numéro 9, qu'est-ce que ça va changer, vous, l'ancien numéro 9, Julien Thomas, de Montpellier et du 15 de France, de Montpellier, du Stade Français, de Castres, je ne vais pas faire tous les clubs, Julien. On n'a qu'une heure. On n'a qu'une heure, donc de Pau aussi. Non, mais et un peu de Mogio, là, j'ai compris ça l'autre jour. Voilà. Oui, à côté, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que Maxime Lucu prend ce rôle. Pour moi, c'est une logique. Dans la hiérarchie qu'avait établie dans les 4 dernières années, quand même, et notamment Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, puis qui est au-dessus, je pense, en numéro 1 à la mêlée. C'était Maxime Lucu qui méritait et qui a totalement mérité cette titularisation.
associé en plus à Jalibert qui à l'UBB sont la charnière de cette équipe bordelaise, donc la connexion se fait naturellement, les échanges, et puis ça c'est un fait important quand même au niveau international, les moindres détails, le moindre regard, la moindre appel, la voix de suite, quand tu es demi-mêlée, se ressent avec son numéro 10, donc de jouer en club et de jouer en équipe de France ensemble à charnière, c'est très important. J'ai pu le vivre avec François Trinduc, et puis pour moi c'est différent d'Antoine Dupont, bien sûr, mais il a cette gestion des temps forts, des temps faibles, cette gestion de papa avec un excellent jeu au pied, de sortie de camp. J'ai l'impression que cette équipe de France, d'après ce que j'ai entendu quand même dans la conférence de presse et de l'annonce de cette équipe, ça va être plus de dépossession pour reposséder derrière un ballon avec une grosse défense. Donc en gros, beaucoup de jeux au pied, de la pression défensive, et on essaie de... J'ai l'impression. Et il peut gérer son numéro 10 aussi, qui est très porté sur l'offensive et extravagant, donc peut-être le tempérer, vu qu'ils se connaissent bien par rapport à l'UBB. Ouais, mais bon, et sans faire offense du tout à Maxime Lucu, qui est un excellent joueur, excellent défenseur aussi, Philippe Spanghero. Bien sûr. Mais il y a aussi, entre guillemets, il n'y a pas le punch offensif que peut avoir Dupont quand il met les gaz et qu'il a vu un interstice ou un tout petit espace, il est capable de créer des différences. Ça, c'est pas le style de Maxime Lucu. Vous êtes d'accord, Philippe ? Non, bien sûr, c'est pas le style, mais après, la comparaison est tellement difficile pour tous les joueurs à la mêlée par rapport à Antoine Dupont. Il me fait penser à un Byron Keller lors d'une saison hors norme à Toulouse, je ne sais plus en quelle année, quand ils sont champions contre Clermont en 2008, voilà, qui faisait des différences physiques colossales qu'aucun demi-de-mêlée quasiment ne faisait. Donc, Maxime Lucu, dans le registre de ce qu'on attend d'un demi-de-mêlée, de façon traditionnelle, j'allais dire, il coche quand même toutes les cases. C'est vrai que c'est quand même assez cruel pour lui à chaque fois cette comparaison. Donc voilà, l'absence d'Antoine Dupont, il a l'occasion de s'exprimer. Il va retrouver sa complémentarité avec Mathieu Jalibert. Comme le disait Fabien Galtier, il n'a jamais déçu en équipe de France quand il a eu à remplacer Antoine Dupont. Donc bien sûr que c'est un autre registre, même si honnêtement, Antoine Dupont est revenu ces derniers mois à un jeu un peu plus traditionnel de demi-de-mêlée, tellement il est pisté par les défenses. On le voit quand même faire un peu moins de différence physiquement. Et donc, quelque part, en ça, je pense que le jeu de l'équipe de France ne va pas se réadapter complètement par rapport à ce changement au poste de demi-de-mêlée. Et puis cette stat quand même, 17 matchs, 17 victoires pour Lucu. Alors pas 17 fois titulaire, mais en tout cas 17 victoires. On va l'écouter sur sa pression, justement la pression de remplacer Antoine Dupont, qui est le meilleur demi-de-mêlée du monde. De la pression forcément qu'il y en a eu depuis maintenant 2 semaines, et depuis la blessure d'Antoine, c'est de la pression, j'en ai reçu, ça c'est certain. Je sais que j'ai des qualités qui sont autres qu'Antoine. La comparaison elle peut pas être possible avec Antoine parce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment, donc j'ai d'autres qualités à apporter à l'équipe et j'essaie de travailler en ce sens depuis 10 jours. J'ai pas envie de me mettre trop de pression négative par rapport à ça et juste envie de profiter du moment. C'est un moment important pour moi et ma carrière, donc je suis plus excité que de pression négative. Voilà, deuxième titularisation vendredi pour Lucu et on est sûr qu'il va faire un grand match parce que c'est vrai que c'est un excellent joueur d'une grande propreté et c'est fait partie de ces traits d'union comme ça entre les joueurs qui mettent toujours de l'huile dans les rouages. Avant d'aller faire un petit tour du côté de Rome pour avoir un peu le point de vue des Italiens ou en tout cas l'ambiance en Italie à 2 jours de ce match, juste un dernier petit point messieurs, Julien Thomas, sur le Biel Biarré qui est encore promu titulaire, au détriment de Villiers. Alors comment, en quelques mots, vous l'analysez, Julien et Philippe? Julien, pour commencer. Mais pour moi, il est passé devant Gabin Villiers. C'est comme disait un petit peu Fabien marche un petit peu. Mais c'est pas le même style quand même. C'est pas le même style. Il y en a un qui est plus puncher et l'autre qui est. Exactement. Mais sauf qu'il y a l'instant T et la forme physique, la forme mentale, et puis on sentait un Gabin Villiers peut-être revenu de ses blessures et puis avoir pris un petit peu de temps de jeu, mais éprouvé parce qu'il faisait pas ces matchs qu'il aimerait, etc.
et puis cette jeunesse, cette insouciance, ce Biel Barré qui est venu mettre un petit peu la concurrence et qui a pris comme dit Fabien, sa carte, il a saisi son maillot, il l'a attrapé, il l'a pris, il l'a mis, et c'est là où Biel Barré, je pense, a fait son travail, c'est qu'il a permis de mettre la concurrence à Villiers, et surtout en étant plutôt performant. Pour moi, s'il est passé devant Villiers par rapport à cette fraîcheur que peut proposer un petit peu l'ailier en sortant un petit peu la polyvalence, en venant dézoner de ces 15 mètres, en mettant un petit peu de désorganiser un petit peu les défenses parce qu'il est dans le dos de ses trois quarts, et c'est ce qu'il fait avec sa fraîcheur, et c'est là où l'insouciance d'un jeune et l'alchimie que met ce 15 de départ avait Biel Barré. Bon, on va suivre ça. C'est dur quand même pour Villiers, Philippe. C'est dur, alors oui et non, parce que il devait savoir qu'il avait quand même beaucoup de crédit aux yeux du staff, mais malgré tout, c'est un enchaînement quand même assez incroyable de blessures et de perte de contact avec l'équipe de France depuis 2 saisons, Gabin Villiers. Donc, je trouve quand même qu'il fait partie de ces joueurs qui ont eu beaucoup de crédit aux yeux du staff. Forcé de constater qu'il n'est pas complètement revenu, puisqu'il n'a pas su reprendre sa place, puisque on le disait, c'est Louis Biel Barré qui est en train de la prendre et qui pour moi l'a prise aussi. Je suis d'accord avec Julien. Donc forcément, il doit être déçu, mais c'est assez logique parce que on n'a pas retrouvé le punch qu'on lui avait connu avant ses successions de blessures. Et puis surtout, ce qui avait fait de lui un titulaire, c'était cette qualité au grattage entre Danty et lui, quand ils étaient alignés tous les deux derrière, c'était assez incroyable en termes de stats. Et ça, depuis son retour et à chaque fois qu'il a eu sa chance, on l'a vu moins efficace sur cette phase de jeu, même si ça peut paraître paradoxal de dire qu'on attend ça d'un ailier, mais c'est en partie quand même ce qui avait fait qu'il avait gagné sa place. Voilà, et moi, si je peux me ajouter un petit chose peut-être aussi sur le domaine aérien où Biel Barré est quand même très à l'aise, je trouve, dans les duels aériens, sur les jeux au pied de pression notamment. Il a sa formation d'arrière qui ressurgit. Messieurs, on a fait le tour globalement sur cette compo française. Allons faire un petit tour quand même du côté de l'Italie pour savoir un peu comment ce match est perçu chez nos voisins transalpins. Avec nous en direct sur Sud Radio, Matteo qui est avec nous, qui a appelé au 0826 300 300. Bonsoir Matteo. Alors, bonsoir à tout le monde. Buonasera. Buonasera. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que les Italiens sont prêts à en prendre 90 ? Nous sommes prêts à tout. Ce que je peux dire, c'est qu'avec la France, peu importe le sport, c'est toujours une finale. Je dirais même un derby. Ouais. Et que donc la pression monte et l'Italie est prête. J'ai écouté, j'ai lu et il y aura beaucoup de changements. La douche froide contre les Néo-Zélandais, voilà, nous a bien remis dans les pieds sur terre. Moi je dis voilà, les pieds sur terre, mais la dernière rencontre avec la France, voilà, ça avait été serré. C'est terminé très serré, et on était devant jusqu'à la fin presque. Donc moi je vois que de l'autre côté des Alpes, en France, il y a beaucoup de sobriété. Il y a une approche à ce match, voilà, sans trop de bruit. Donc, je pense que la France a pris la mesure de l'importance de l'enjeu. Oui. Et l'Italie aussi. Est-ce qu'on en parle de ce match en Italie, je sais pas, dans la Gazzetta ou sur la télé, sur ces belles chaînes italiennes, toujours très quali. Vous savez que le sport en Italie est totalement cannibalisé par le football, par le calcio, mais le rugby de plus en plus avance, se trouve une place, et là sincèrement il y a de la ferveur.
ça chauffe, les gens sont et voilà. L'Italie était devant le match contre la Nouvelle-Zélande et donc ça nous a refroidi un peu, mais j'avoue, je vois dans la Gazette, il y a une prise de conscience aussi de la force de l'Italie, une force qui grandit petit à petit et donc voilà, c'est pas fait, on y croit. C'est pas donné, mais on y croit. L'enjeu est grand et voilà. Et contre la France, c'est toujours autre chose. Donc il y a aussi du sentiment. Donc tout peut arriver. Que les joueurs de la nationale vous entendent. Merci Matteo d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, supporter italien, voilà, qui vivra ce match du côté de Rome. On va se retrouver dans un instant pour parler encore de ce match France-Italie, de cette Coupe du Monde. Laurent Sierra, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France de basket, vice-champion olympique en 2000, qui sera avec nous dans quelques minutes sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h32 sur Sud Radio, vous êtes les bienvenus si vous me rejoignez, c'est au cœur de la mêlée, le magazine quotidien consacré à la Coupe du Monde de rugby, puisque vous le savez, Sud Radio, c'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous êtes bien sûr les bienvenus également sur l'appli Sud Radio, sur sudradio.fr, notre site, mais c'est également sur les réseaux sociaux, la chaîne Twitch, notamment. Vous êtes donc les bienvenus pour interagir avec Julien Thomas, avec Philippe Spanghero et avec notre invité qui est avec nous, Laurent Sierra, ancien joueur bien sûr de basket de l'équipe de France, ancien entraîneur, ancien meneur de jeu, 113 sélections avec les Bleus, vice-champion olympique en 2000 à Sydney. Salut Laurent. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes passionné de rugby, on va en parler dans un instant. Mais avant cela, je voudrais quand même poser une dernière question à Philippe Spanghero, un de nos consultants Sud Radio, qui va devoir nous quitter. Et quand même, une petite question en forme de prono un peu, Philippe, sur ce match France-Italie. Ah, vous savez que c'est ma spécialité, vous attendez ça, les pronos. Alors honnêtement, je crois que c'est le plus mauvais que j'ai fait la semaine dernière. J'ai dit qu'il n'y avait jamais eu aussi peu d'écart de niveau dans l'histoire, selon moi, entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Ouais, bon, on était beaucoup à le penser, Philippe. C'est gentil de venir à mon soutien, mais en tous les cas, vu le résultat, j'étais quand même loin du compte. Donc, je pense qu'on va avoir un match plus compliqué que ce que je lis. Je lis qu'on va leur en mettre 50. Je n'en suis pas persuadé parce que cette équipe, elle a des qualités. Ils ont été dépassés tout de suite par la vitesse des Blacks. Je pense qu'il faut remettre aussi en perspective cette défaite par les Blacks qui ont su très largement hausser leur niveau de jeu. Donc, je pense qu'on va avoir un test qui sera quand même intéressant, avec une victoire assez large, parce que comme les Italiennes, de façon assez générale, manquent un peu de profondeur de banc et ont toujours ce moment à la 60e où ça craque un peu. Donc je pense que ça va lâcher, qu'il y aura quand même 30 points. Mais je pense que ce ne sera pas le match auquel tout le monde s'attend après avoir vu la déroute face aux Blacks. Donc j'allais dire, allez, si t'attends un pronostic précis, un 35-18 pour les Bleus. Bon, on note en tout cas et c'est bien argumenté. Merci Philippe d'avoir été avec nous, puis on vous retrouve bien sûr. Ça a été un plaisir. Et je note que Lucien Gasparac est très sobre quand il est avec le boss en semaine. Beaucoup moins insolent. Alexandre revient demain. Non. Attention. Ouais. J'ai les jours. Ok, non, mais il peut s'exprimer. Hein. Le problème, c'est que voilà, il faut prendre les intervalles. Hein. C'est comme sur le terrain. Il n'ose pas. Ouais. Allez, merci Philippe. À très vite. Julien Thomas reste avec nous et Laurent Sierra, donc qu'on est content d'avoir avec nous. Je le disais, Laurent, bien sûr, ton sport c'est le basket, mais on va dire énormément de passion pour le ballon ovale, et j'imagine que cette Coupe du Monde, t'en loupes pas grand-chose. Exactement, passionné, je pourrais même pas t'expliquer pourquoi, parce que c'est un sport qui m'a toujours plu. Vous avez réussi, où nous, basketteurs, on s'est un petit peu embourgeoisés dans les années Canal, où on voulait pas trop jouer à 14h parce que ça nous embêtait. Et vous, d'entrée, vous avez accepté de jouer à ces horaires-là, vous avez pris votre part, et maintenant, vous vous retrouvez, du moins l'équipe de France se retrouve 3e nation mondiale. Donc, il n'y a pas de secret. Et voilà, ça reste quelque chose, un événement important en France avant les JO de l'année prochaine.
avec une belle équipe de France, voilà. Et c'est vrai que certains matchs ont très peu d'intérêt et d'autres, l'image du match de vendredi, fera en sorte que voilà, c'est aussi pour ça que le mondial est important. Ouais, le France-Italie, tu l'as connu en basket. C'est une bonne nation de basket, hein, très bonne nation de basket. L'Italie, est-ce que tu vois les Italiens, comme le disait Philippe, plus proches que ces derniers jours, enfin que c'est son dernier match, notamment face aux Blacks? Mais il faut reconnaître que ça a été pas une surprise, mais un gros coup de poing dans la gueule de beaucoup de monde, parce que quand j'entendais l'avant-match, les Blacks, c'est pas ceci, c'est pas cela, je reprendrai ce qu'a dit votre collègue juste avant. Si l'équipe de France les prend pas au sérieux comme les Blacks les ont pris au sérieux, on peut gentiment se faire chier sur ce match-là, pas se chier dans le match ou dans le spectacle, mais s'embêter jusqu'au bout. Si on est prétendant, comme l'annonce Fabien Galtier et son staff et les joueurs, à être champion du monde, tu peux pas trébucher contre l'Italie, le dernier match de poule, c'est pas possible. Donc si on n'y va pas avec les ingrédients qu'ont mis les Blacks d'entrée, de se faciliter le match, quelque part, on restera à quai, tout simplement. Mais voilà, cette équipe de France, là aussi, les médias, moi je lis pas trop, mais j'écoute pas mal. C'est résumé à Ntamak et Dupont. Je trouve que c'est un petit peu irrespectueux par rapport aux autres garçons du groupe. Voilà, surtout. Julien Thomas, est-ce que tu partages là ce que dit Laurent Sierra? Oui, tout à fait. Je rejoins du fait que irrespectueux, oui, presque, on en arrive là. Mais c'est sûr qu'on ne retrouvera pas une équipe d'Italie à passer à côté de son match comme elle a fait face aux Blacks, où elle a, pour une fois, regardé, admiré, voir ce qui se passait face à cette équipe, cette nation des All Blacks qu'elle admire et qu'elle en a pris 96. Nous, les Français, elle nous connaît, cette équipe Italie, on joue dans le tournoi Destination, on se connaît tous les ans dans le tournoi, on se joue régulièrement. Forcément, comme disait Fabien Galtier, entre latins, je pense qu'il va y avoir un répondant en face, ce qui est logique. Maintenant, il faut que les Français mettent les ingrédients. Et je pense qu'ils sont prêts. Je pense que franchement, les Français sont prêts parce qu'ils savent très bien que cette équipe d'Italie a toujours causé des problèmes. Pas plus tard qu'en février. Pas plus tard qu'en février. On s'en souvient à Rome pour l'ouverture du tournoi. Pour moi, l'enjeu de ce match pour décanter, c'est les 20 premières minutes. 20 premières minutes il faut prendre le score, il faut montrer que physiquement on va être présent dans tous les secteurs, que ce soit dans les zones de rug, mais les fermer, dans les lancements, les rampes de lancement en touche, ce qu'ont montré les Blacks. Mais ils ont été surpris, les Italiens, ils ont regardé cette équipe légendaire et puis avec des étoiles dans les yeux, les Italiens, donc ils en ont pris 96. Mais les Français, c'est pas pareil. Ouais. Donc il faut qu'on soit fort là-dessus. Laurent Sierra, les rugs, c'est un peu la peinture en basket? C'est un peu sous les panneaux, c'est un peu ça ou pas? Tu fais ta place. Voilà, dès que tu as pris ta place, tu n'acceptes pas que l'autre y vienne mettre son nez ou autre chose. Mais mais bon, nous, il y a très peu de mecs qui sont capables d'aller se foutre la tronche dans ce que vous appelez vous les rucks. Là, nous, dans le basket, il y en a de moins en moins. C'est devenu tellement statistique et compagnie qu'il y a beaucoup de moins d'arcades qui sautent et compagnie. Tu vois, c'est devenu un peu, c'est devenu soyeux un peu le basket. D'accord. Petite question de Lucien Gasparac. Oui, Laurent, là c'est plus au coach que je m'adresse. On parlait en début d'émission de la concurrence entre Louis Bielbiarrec, Gabin Villiers, entre Anthony Gelonche et François Cros. Comment on arrive à gérer les égos sur une aussi longue compétition pour ne pas froisser certains joueurs et maintenir tout le monde sous pression? Mais là, on parle du très très haut niveau. Là. Si les mecs ils en sont encore à ça, ils se sont trompés. C'est-à-dire, tu fais une Coupe du Monde tous les 4 ans. Le tournoi, c'est autre chose. Le tournoi, c'est tellement historique, c'est tellement ancré. Moi, je me rappelle avec mon grand-père à Nice, on regardait ça le samedi après-midi, tu n'avais pas le droit de ramener ta fraise, tu vois. Il s'en prenait à tous les arbitres anglo-saxons qui existaient, parce qu'on n'était jamais assez bien sifflé, c'était toujours contre nous. Mais là, c'est la Coupe du Monde chez toi, ça fait 4 ans que tu travailles comme un âne pour être là. Si ton ego prend le dessus par rapport à tes collègues et par rapport au collectif, c'est que tu t'es trompé. Tu t'es trompé de compétition, tu t'es trompé de sport.
Tu peux pas laisser cette part-là prendre le dessus. Là, il y a eu des blessés importants. Et puis c'est ça une compétition. Là, je rebondis sur l'Italie. La semaine dernière, ils ont pris un gros KO. Mais attention, c'est une équipe qui nous a fait chier chaque année au tournoi, qui pendant le tournoi a fait aussi chier l'équipe d'Irlande, qui a pas pris des gros carreaux comme elle a pris l'autre soir. Oui. Quand on regarde ces résultats secs comme ça, ça n'est pas arrivé. Donc moi, voilà, j'espère, et je suis même convaincu, je rejoins ce qu'a dit Julien juste avant, c'est 20 minutes, il faut leur mettre la tête dans la pelouse et même pas leur essayer de leur donner quoi que ce soit. Parce que c'est des joueurs, parce que c'est une équipe, elle sait très bien qu'elle a rien à perdre, elle perd, elle est terminée. La pression, par la force des choses, elle est sur cette équipe de France. Mais là, avec les garçons que l'on a, moi je suis, quand je vois rien que la troisième ligne de l'équipe de France, déjà ça suffit pour moi. Quand tu as déjà ces trois lascars là que tu as là, si tu n'es pas capable de voyager avec ça, alors je te dis, c'est qu'on n'est pas invité. Alors on n'est pas invité, alors on s'est menti à nous-mêmes. Et on ne va pas encore me sortir que Dupont, que Ntamak, que Villiers, que Marchand. Non, mais on a vu le réservoir que l'on a. Tous les mecs qui veulent venir jouer dans le top 14. Donc si les mecs qui veulent venir jouer dans le top 14, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas juste l'oseille. C'est que La Rochelle, ils sont double champions d'Europe. Toulouse marche sur le championnat. Bordeaux fait toujours des trucs intéressants. La section paloise, l'année dernière, ils étaient à la cave. Là, ils sont deuxième du championnat. non, mais c'est quelque part... On est le plus gros championnat, on véhicule le plus gros championnat. Donc ça veut dire que nos joueurs français, ils sont au top. Donc, si tu es au top, tu te caches pas. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une similitude entre l'évolution quand même de nos jeunes joueurs français, nos talents là qui sont en train d'émerger? Là, on parlait de Biel Biarré, 20 ans, le plus jeune joueur français à jouer en Coupe du Monde. Et puis, ça va démarrer bientôt la NBA avec Wembanyama qui a l'air d'être un phénomène quand même. Enfin, qui en est un. Il a montré. Rien à voir. Non, mais rien à voir. La hype qui a été faite autour de ce garçon déjà l'année dernière et qui a continué tout l'été et encore ils l'ont laissé tranquille pour qu'il se prépare. Ça n'a rien à voir avec cet ailier de 20 ans de Bordeaux. Heureusement bien pour lui, parce que sa vie changerait sinon. Parce que là, Wembanyama, on parle quand même... la NBA, chacun en pense ce qu'il en veut, mais c'est pas comparable. Et la différence là, dans cette équipe, c'est qu'il y a des tauliers quand même. Olivon, c'est un taulier. Tous ces gars-là, Aldrit, c'est taulier. Ramos, c'est des joueurs confirmés. Donc quand tu rentres dans un groupe où il y a déjà des papas, c'est facile quand même. C'est pas comme si lui maintenant on nous explique que l'année prochaine nos JO, nous basket, ils dépendent de Wembanyama alors qu'il n'a pas encore fait sa première saison NBA. Tu vois, je trouve qu'on va un peu trop vite en tout. Mais là, ce garçon, il a l'air assez sain. Voilà, c'est un garçon qui fait sa route et tant mieux. Julien. Non, mais c'est exactement ça. C'est que déjà, il serait remis à l'heure par les tauliers s'il se prenait pour quelqu'un d'autre, Biel Barré. Mais c'est surtout, ça, c'est le management de Fabien Galtier. Pour l'avoir vécu avec lui à Montpellier, et puis peu importe, pendant des années, c'est quand même Fabien Galtier, c'est l'émulation, l'alchimie des jeunes, des anciens, des stars, c'est ça qui fait, et des pépites qui sont en train de monter en puissance, comme Biel Barré d'ailleurs. Mais tout le monde est égaux. Il n'y a pas de Ficou 85 sélections avec Biel Barré qui en a 12. Je ne sais pas exactement, mais en gros, c'est ça. Et tout le monde est sur le même point et sur le même palier d'égalité. Et c'est vraiment l'alchimie de ce béton collectif qui fait qu'on avance ensemble. Et lui, il met ça tous les jours. Et il le martèle à tout le monde. Tu peux être 140 sélections, il s'en fout, Fabien, il te démontera comme celui qui en a 2. Ouais. Vous, en tant que coach, je ne sais pas si on peut dire ancien coach, Laurent, parce que j'imagine que ça doit toujours quand même vous chatouiller de coacher quand on a coaché. Oui, mais bon, la vie est belle autrement aussi. Hein. Tu sais, il faut pas... Ça vous impressionne ce management, en tout cas cette régularité qu'a réussi à insuffler quand même Fabien Galtier et son staff? On se plaignait de ce qui a été fait avant. Maintenant, moi, je pose une question béotienne. Est-ce que si on avait mis les moyens que l'équipe de France a depuis qu'il est arrivé, je pense à Novès et son staff, est-ce qu'on en serait là? Oui, non, c'est clair. C'est une très bonne question. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais on me dit toujours,
Galtier, on lui a filé des moyens de dingo. Ils sont je sais pas combien dans son staff, alors que Noves et son staff, d'après moi, ils avaient tiré un peu les finances. Et là, il a une génération qui arrive qui surperforme. Donc moi je crois. J'accorde une importance aux joueurs. Les stars du jeu, ce sont les joueurs. Donc tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Quand tu as une génération comme ce qui arrive, des garçons affirmés, et puis tu as cette espèce de joueur hors norme qui est Dupont. J'ai jamais fait de rugby, mais je pense que tu peux voyager quand même un peu, tu vois. Tu peux sortir toutes les théories que tu veux. Parce que même des fois, quand je l'écoute, Fabien Galtier, je le connais pas. Donc, je sais pas s'il déconne, s'il est sérieux, s'il se fout des journalistes, s'il t'envoie des fausses pistes. Non, mais tu vois, Julien, ce que je veux dire, il paraît lunaire. Moi, je le connais pas. Il paraît lunaire. Mais tout. Et moi, j'en connais des mecs du rugby. Je suis très copain avec Thomas Lombard, Moni. Mais quand on en parle, je veux dire, quand je parle avec eux, j'ai l'impression d'être un rugbyman. Quand lui, je l'entends, je me dis putain, attends, mais j'ai raté quelque chose. Alors, des fois, je fais. Voilà, donc. Mais je pense mais après, c'est vrai. Il cherche ça. C'est une façon aussi peut-être un peu de tenir ses mecs. Moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il fait jouer les mecs qui sont bons. Il n'y a pas de place établie. Moi, je trouve ça bien. Les joueurs, ils ont besoin de ça. Tu as besoin d'être en danger. Quand tu te mets dans du confort, ben, malheureusement, tu t'endors. Lui, moi, je suis sur ça. Je trouve que l'exemple, c'est le gamin qu'on est en train de parler. Parce que hier, on nous en parlait la cheville, pas la cheville. Il a vu que ça tournait pas. Allez hop, on change. Voilà. Et dans des compétitions comme ça, tu as toujours un ou deux mecs, tout sport confondu, tu as toujours un mec que tu n'attendais pas, et bim, et qui sort. Voilà. Ouais. Donc, coacher, je te dis, pour répondre à ta question, François, voilà, c'est quelque chose qui... Le basket me plaît, le basket c'est ma vie, comme vous c'est le rugby. Mais je te dis, j'y cours pas forcément après, parce que j'ai une belle vie, j'ai la chance de faire ce que je veux quand je veux. Voilà, j'aime aller voir, je te dis, différents sports, me poser. Et maintenant, j'ai plus l'œil spectateur qui attend quelque chose d'important que technicien. Et là, déjà, tu t'enlèves une grosse partie de souffrance et il te reste que le plaisir. Parce que quand tu es entraîneur, tu souffres. Hein. Je pense que Julien l'a fait. Oui. Tu dors pas bien, hein. Et puis t'es casse-couille avec ta famille, t'es pas bien avec tes gosses, t'es jamais là, on te le reproche, les fêtes t'es jamais là, les anniversaires t'es jamais là. Il faut pas voir que l'oseille, hein, parce que là on voit toujours que l'oseille. Il faut pas voir que ça. Il y a malheureusement des mauvais côtés aussi. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Laurent Sierra, 113 sélections avec l'équipe de France de basket, vice-champion olympique en 2000, entre autres. Voilà, parce que la carrière... Ouais, parce que à chaque fois tu dis ça, mais j'ai fait autre chose dans le basket. Ouais. J'ai pas fait que les JO 2000 quand même. Ouais, mais je suis obligé de résumer, c'est ça. Les médias parfois... Quand même, voilà, mais je le sais. Mais on le mettra ton palmarès sur... C'est toujours un plaisir de t'avoir Laurent. À bientôt en tout cas sur Sud Radio. Dans un instant, on va jouer bien sûr et puis on va parler d'un éducateur, celui de Jonathan Danty. Reste avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, le magazine de la Coupe du Monde de rugby, sur la radio de la Coupe du Monde de rugby, c'est Sud Radio. Et on aime bien aussi aller à la racine de nos joueurs. Et aujourd'hui, la Maison Bleue, c'est le nom de la rubrique, va du côté de l'ASPTT Paris. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonjour, ceci est ma maison que vous voyez derrière là. C'est une maison bleue. Combien vaut cette maison? Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Pas mal, non? C'est français. Ce sont ceux qui justement aident à construire la Maison Bleue, les éducateurs. Et ce soir, on est content d'avoir avec nous Claude Couder en direct sur Sud Radio. Vous avez formé Jonathan Danty. Bonsoir Claude. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Jonathan, oui. C'était quand, en quelle année Donc Jonathan est arrivé dans notre école de rugby, donc en Benjamin, catégorie Benjamin, donc sur la saison 2003-2004 et 2004-2005, donc 2 années Benjamin, et après il est passé donc en minime 2005-2006. Voilà.
D'accord. Et tout de suite, vous avez vu ses qualités en tout cas, il était au-dessus. En minime, puisque moi je l'ai eu en minime. Donc là, effectivement, très rapidement, bon, c'est un gamin, même si dans le groupe, bon, il y avait une majorité de deuxième année, lui, arrivant première année, il a su, grâce à son jeu, bon, à s'imposer très vite dans cette équipe, ce qui est pas évident, hein. Il y a toujours un temps d'adaptation, les premières années qui passent dans la catégorie supérieure, ils mettent un petit peu plus de temps. Lui, ça a été très vite. Bon, après, grâce à ses qualités physiques, bon, déjà un physique assez imposant, qualité de vitesse, beaucoup de vitesse et de mobilité, se déplacer énormément sur le terrain et très très adroit. Donc ça fait déjà pas mal de points positifs. Ouais, j'imagine. Combien vous avez aujourd'hui de licenciés dans votre club qui est au nord-est de Paris, on est d'accord, hein? C'est ça, on est basé donc dans le 19e arrondissement. Stade Jules Ladoumègue. Là, on est déjà à 150, donc à l'école de rugby, là, je parle, hein, 150 gamins, et toutes les licences ne sont pas encore toutes rentrées. Donc, on devrait accrocher, je pense, les 160, voire un petit peu plus. Bon, tous les ans, on est en augmentation. Bon, là, en plus, avec l'effet Coupe du Monde, forcément, il va y avoir des gamins qui vont venir compléter encore notre effectif. Et Claude, est-ce qu'il revient souvent à la SPTT, Jonathan Danty ? Justement, il a gardé beaucoup de contacts. Il est venu tous les ans, il passe sur un mercredi après-midi, puisque nous, nos entraînements, c'est le mercredi après-midi. Et là, dernièrement, donc il nous a invités, 2-3 dirigeants à Rueil-Malmaison, quand ils étaient basés à Rueil-Malmaison, pour donner pas mal de petites choses pour les enfants de l'école de rugby. Bon, malheureusement, moi je travaillais, donc j'ai pas pu y aller, c'est dommage. Mais oui, il a gardé des contacts avec nous et c'est ça qui est bien. Hein. Il est toujours resté. De toute façon, c'est pas un gamin qui a pris la grosse tête. Il sait qu'il est passé par chez nous. Je pense qu'il en garde des bons souvenirs. Hein. Donc c'est ça qui est agréable. Oui, Julien Thomas, tiens, peut-être pour conclure cette petite séquence, parce qu'on va bientôt jouer, mais parce que tu as été coéquipier de Jonathan, et donc j'imagine que tu as un petit mot à ajouter. Un garçon adorable, plein d'humilité, qui a été formé, mais surtout, je voulais savoir si c'était le jeu au pied qu'il a pu posséder actuellement, venu de chez vous ou du stade français, parce qu'il commence un petit peu à... Ouais, non, là de suite, moi déjà, je jouais devant, donc c'était pas ma spécialité. C'est vrai qu'à l'époque, le jeu au pied, nous on était sur un entraînement par semaine. On n'avait pas le temps malheureusement de tout travailler. Et donc après, il est parti sur le PUC aussi, un an, et après au stade français. Donc je pense que c'est après où il a progressé un petit peu. C'est la faute des pucistes. On va tout mettre sur les pucistes. Allez. Merci Claude Couder, en tout cas, d'avoir été avec nous, éducateur de Jonathan Danty, pour cette séquence Maison Bleue. Voilà, la SPTT Paris dans le 19e, bien sûr. Et si ça donne des idées aux jeunes qui nous écoutent. Merci Claude. À bientôt. On enchaîne avec le jeu, le qui je suis. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Lucien Gasparac. Nous y sommes, le qui je suis, ou le who am I, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. C'est un qui je suis légendaire qui nous attend, puisque aujourd'hui nous avons David de Toulouse. Bonsoir David. Oui, bonsoir à tous. Face à Philippe de Toulouse. Oui, bonsoir à tous. C'est un derby. C'est donc le Cassoulico aujourd'hui. Dans le qui je suis, je répète les consignes que l'on connaît bien. À mon top, je vais donner des indices pour trouver un joueur. Le premier à le trouver doit donner son prénom et il remporte un point. Nous allons jusqu'en 3 et le gagnant de ces 3 points remporte un ballon officiel Gilbert estampillé Sud Radio. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Bon, on est prêts.
Top, je suis formé à Saint-Pé-sur-Nivelle. J'évolue ensuite à Biarritz avec mon frère Tchimoun. Je vais ensuite à Bordeaux où je deviens cadre de l'équipe et même un buteur. Je rejoins l'équipe de France en 2022 où je participe au Grand Chelem. C'est moi. David Couillou. Et non, ce n'est pas Baptiste Couillou qui évolue à Lyon. Je vais remplacer Antoine Dupont vendredi soir. David Lucu. David Lucu, c'est Maxime Lucu, mais c'est David qui remporte un point. Bravo David. Un point pour David, ça part bien pour David. Philippe de Toulouse, il va falloir démarrer ce match. On y va, top. Un jour, mon père est rentré sur la pelouse. J'ai joué un jour avec un masque de sécurité. Que dis-je, une glissière de sécurité. Et Imanol, David. Oui. Et 2 points pour David. Attention Philippe. Yeah, David. David qui nous refait le même coup qu'hier. On a eu un 3-0 hier. Est-ce qu'il y aura encore un 3-0 ? Vous m'entendez ou pas ? Là, on vous entend. Oui, parce que ça fait 2 fois que je dis prénom, mais bon, vous m'entendez pas, c'est pas grave. Merci, bon, continuons. Bon, on y aura un arbitrage vidéo avec le team. C'est Monsieur Perce aussi. Top, mon nom rappelle l'Est, mais je suis formé à Béziers. J'ai joué longtemps au Stade Français, puis au Racing. Je suis aujourd'hui entraîneur de la défense du Racing. Dimitri. Philippe. Dimitri. Zarzeski. Oui. C'est ça. 1 point pour Philippe. La concurrence est relancée. Vous êtes prêts, messieurs? Ce point qui peut être décisif pour David. Prêt. Top, j'ai joué longtemps à Toulouse lors de mon arrivée en France, mais je suis un international sud-africain. Je vais ensuite à Toulon pour des raisons qu'on pourrait qualifier de financières, non sportives. Chelsea. Philippe. Chelsea comment? Colby. Et c'est une remontada pour Philippe, 2-2. Ce dernier point sera donc extrêmement décisif. On y va. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Top, je suis formé à Toulon, mais c'est à Perpignan que j'arrive à éclore. Je vais ensuite à Toulouse où je suis barré par mon camarade de club et de sélection Thomas Ramos. Je suis un arrière-buteur et porté pour ballon. David. Jaminet. Et 1 point pour David et donc 3 points pour David. C'est David qui remporte le ballon Sud Radio. Bravo David. Merci beaucoup. Merci. Très belle performance. Et Philippe, vous êtes bien battu. Vous mériteriez aussi ce ballon, mais vous allez nous rappeler au 0826 300 300. Il y aura encore d'autres qui je suis qui font tant vibrer la France. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre fidélité, messieurs, sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On va remercier toute l'équipe, bien sûr. Julien Thomas, bonne soirée. On se retrouve dès demain pour cette soirée de Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande, Uruguay notamment. Et puis, bien sûr, les clés d'une vie. Tout de suite, Jacques Pessy qui rend hommage à Jean-Pierre Elkabbach en rediffusant une émission avec ce grand journaliste politique qui était Jean-Pierre Elkabbach et qui nous a quittés hier. Excellente soirée sur Sud Radio.